I want to create a world in which my son is proud of what we do, in a world and a job that actually does. Je repense sans cesse à cette image qui a tout changé, un futur roi qui n'a pas été emporté par le scandale ni contraint par les circonstances, mais qui s'est levé et est parti de son propre chef. Dans le silence de la nuit, sans prévenir, sans explication. Ce n'était pas une fuite, du moins ce n'est pas ainsi que je l'ai perçu. C'était une décision. Et c'est précisément ce qui l'a rendue si bouleversante. Car dans une monarchie qui repose sur la prévisibilité, le rituel, et un symbolisme contrôlé, une rupture volontaire est ce qu'il y a de plus dangereux au monde. Quand j'ai appris que William avait quitté le palais avec sa famille, j'ai eu l'impression que les fondements d'une histoire séculaire venaient à être brièvement ébranlés. Non pas que les déménagements royaux soient de sans précédent, mais parce que cette fois c'était différent. Il ne s'agissait pas d'un retrait temporaire, d'un changement de cap diplomatique, ni d'un simple remaniement. C'était comme une déclaration formulée non par des mots, mais par des actes. Et les actes, surtout, au sein de cette institution, sont toujours plus éloquents que les déclarations. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est le silence qui a suivi. Aucune annonce officielle, aucune phrase rassurante sur la paix ou le respect de la vie privée. Juste le vide. Et dans ce vide, les significations ont commencé à se multiplier. Car lorsqu'un prince héritier garde le silence en quittant les murs du palais, il oblige chacun à tirer ses propres conclusions. Était-ce une protection, une forme de protestation ou quelque chose de bien plus fondamental, une rupture avec l'idée que le palais devait bien sûr rester le centre de sa vie? J'ai tenté de situer cet instant dans le cadre logique du système, mais plus j'y réfléchissais, plus il me paraissait évident que cette décision contredisait cette même logique. Guillaume avait toujours incarné la continuité, la stabilité, celui qui bâtirait sur l'existant. Et pourtant le voilà Catherine et les enfants à ses côtés hors des murs qui pendant des siècles avaient symbolisé à la fois le pouvoir et la protection. Cette contradiction n'est pas fortuite. Le palais protège mais il enferme aussi. Et peut-être cette tension était-elle devenue insoutenable. Mes pensées se sont tournées à nouveau vers les enfants. Georges, Charlotte et Louis ne sont pas de simples enfants. Ils portent en eux des espoirs d'avenir qu'ils n'ont pas choisis. L'idée que William les éloignait littéralement de cet environnement conférait à sa décision une portée morale qui dépassait toute considération politique ou protocolaire. Il semblait moins s'agir d'un héritier du trône reconsidérant sa position que d'un père posant un ultimatum. Et cette image a trouvé un écho plus profond auprès du public que n'importe quelle analyse constitutionnelle. Dans le même temps, je ne pouvais ignorer le caractère explosif de cette situation pour l'institution elle-même. La monarchie fonctionne grâce à la visibilité et au contrôle. Tout est planifié, coordonné et contrôlé. Un acte imprévu, surtout de la part de l'héritier, brise ce contrôle. Il fragilise le système, non pas parce qu'il s'effondre immédiatement, mais parce qu'il démontre que l'obéissance n'est pas acquise. Et si l'obéissance s'avère être un choix, qu'est-ce que cela présage pour l'avenir ? Ce qui a rendu cette rupture nocturne particulièrement tendue, c'est son timing. Elle n'est pas survenue pendant une période de calme, mais à un moment où la monarchie était déjà sous pression. Les discussions sur sa pertinence, sa transparence et sa modernisation couvaient depuis un certain temps. Le départ de William a été comme jeter de l'huile sur le feu. Il a fait remonter à la surface d'un seul coup toutes ces questions sous-jacentes. Non pas de manière théorique, mais concrète. Non pas au sein de comités ou dans des tribunes libres, mais au sein d'une famille qui faisait ses valises. Je me suis demandé ce que l'on avait dû ressentir au palais lorsque la vérité a éclaté. Des conseillers qui avaient travaillé pendant des années en partant du principe que l'héritier serait toujours à portée de main. Des protocoles fondés sur la présence sur le contrôle. Et soudain, il avait disparu. Non pas introuvable, mais insaisissable. Cette nuance est cruciale. William n'a pas rompu les liens en silence. Il a clairement fait savoir qu'il avait le choix, et cela a déstabilisé tout le monde. La réaction du public a montré à quel point ce moment avait résonné. Certains parlaient de rébellion, d'autres de courage. J'ai vu comment les gens se reconnaissaient dans sa décision indépendamment des maisons royales et des couronnes. L'idée que quelqu'un choisisse enfin sa famille plutôt qu'un système qui consume tout est universelle. Parallèlement, la peur était aussi présente. Car si même le futur roi abdique, que restera-t-il de la stabilité promise par la monarchie? Pour moi, c'était le début d'une histoire qui ne pourra plus jamais retrouver son équilibre d'antan. Même si William revenait demain, la portée de cette décision resterait gravée dans les mémoires. L'image est trop forte pour être effacée, un héritier, non pas chassé, mais laissé à son propre sort. Cette image remet en question tout ce qui suit. La loyauté, le devoir, la frontière entre servitude et instinct de survie. C'est peut-être là l'essence de cette première phase, non pas la logistique d'un déménagement, mais son message moral. William a démontré que même au sein du système le plus rigide des choix sont possibles, mais que ces choix ont un prix. La question que je me pose sans cesse et qui se pose inévitablement ici est la suivante: si l'avenir de la monarchie repose sur un homme prêt à fuir pour protéger sa famille, à quoi ressemblera réellement cet avenir?
Une fois le choc initial passé, j'ai commencé à percevoir l'événement comme l'aboutissement visible d'une situation qui couvait depuis bien plus longtemps. Il ne s'agissait pas d'un acte impulsif ni d'une explosion émotionnelle suite à une simple dispute. C'était plutôt l'aboutissement d'années de tensions accumulées à huis clos. Plus je repensais aux signes avant-coureurs, plus le schéma se précisait. William était en conflit depuis un certain temps avec une culture de cour qui lui devenait de plus en plus oppressive. Je me souvenais combien de fois il avait parlé d'une monarchie qui devait se rapprocher du peuple, de transparence, d'humanité, de l'importance de la crédibilité à une époque où les institutions sont de plus en plus remises en question. Il ne s'agissait pas de vaines paroles. Elles s'inscrivaient dans une vision qui s'opposait au fonctionnement traditionnel de la cour. Là où Guillaume voulait progresser, le système freinait. Et là où le système freine, des tensions apparaissent. Ce qui a exacerbé ces tensions, c'est la dynamique changeante intervenue depuis l'accession au trône de Charles. La transition d'un règne long et stable à une nouvelle royauté a engendré l'incertitude. J'avais de plus en plus l'impression que William n'avait pas la possibilité de réfléchir à l'avenir durant cette transition, mais qu'on le ramenait au contraire à un rôle d'attente patiente. Ton tour viendra, paraît rationnel, mais à la longue, cela peut donner l'impression d'un déni constant de sa propre voix. Dans ce contexte tendu, la loyauté jouait un rôle crucial. Charles, qui avait attendu la couronne pendant des décennies, semblait déterminé à protéger sa vision, et Camilla occupait une place centrale dans cette vision. Pour William, cela devait être difficile non seulement à cause de l'opinion publique, mais aussi en raison de son histoire personnelle. Le souvenir de sa mère n'est pas une notion abstraite. C'est une réalité émotionnelle qui influence sa vision de l'institution. Toute décision renforçant la position de Camilla pouvait donc raviver de vieilles souffrances. J'ai tenté d'imaginer les conversations qui se déroulaient en coulisses, des discussions sur l'image, les priorités, les besoins de la monarchie pour conserver sa pertinence. William prônant le changement, Charles mettant en garde contre toute précipitation. Dans un tel dialogue, la nuance l'emporte rarement. Il s'agit plutôt d'un affrontement entre générations, entre expérience et urgence. Et lorsque ces affrontements se répètent, sans véritable avancée, la déception cède peu à peu la place à la détermination. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point ces tensions sont restées discrètes avant que la situation ne dégénère. C'est typique de la cour. Les problèmes sont contenus non résolus. Ils ne disparaissent pas mais s'accumulent. Cela peut se dérouler sans accroc pendant des années jusqu'à ce qu'un seul événement vienne tout faire basculer. Le départ de William a donné l'impression d'être précisément un de ces moments. Non pas parce qu'un événement nouveau s'est produit soudainement, mais parce que la tension était retombée à son comble. J'ai aussi remarqué combien Catherine est souvent sous-estimée dans cette histoire. À première vue, son rôle semble se limiter à un soutien discret, mais ce silence même est révélateur. Elle a toujours su trouver le juste équilibre entre devoir et humanité. Si même elle accepte une mesure aussi radicale, cela en dit long sur la gravité de la situation. Ce n'était pas une décision prise à la légère autour de la table de la cuisine. C'était le fruit d'une longue réflexion, d'une mise en balance des risques et du bien-être. Les enfants lui servaient de repères moraux. George grandit en sachant que sa vie est en grande partie prédéterminée. William sait mieux que quiconque ce que cela peut engendrer. Il l'a vécu lui-même, la perte de la normalité, la surveillance constante, l'absence de liberté de choix. Cette expérience rend chaque répétition insupportable. L'idée que ses enfants subiraient à la même pression semble avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pourtant, je continuais de me demander si ce conflit aurait pu se terminer autrement. Le système aurait-il pu être plus flexible? William aurait-il pu faire preuve de plus de patience? Peut-être. Mais le problème réside peut-être précisément dans l'incompatibilité de ces deux options. Une institution qui ne peut survivre qu'en reportant le changement se heurte inévitablement à quelqu'un qui considère le changement comme une nécessité. Dans cette perspective, la rupture n'était pas un échec mais une conséquence logique. Ce que cette période m'a surtout révélé, c'est que le pouvoir ne se résume pas à savoir qui décide, mais aussi à savoir qui se sent écouté. Lorsqu'une personne investie de responsabilité et d'une vision a constamment l'impression que ses idées sont ignorées, une distance s'installe. Cette distance devient d'abord émotionnelle puis physique. Le départ de Williams était la manifestation concrète d'une longue rupture émotionnelle. Ainsi, cette rupture soudaine est devenue non seulement un événement choquant, mais aussi un symptôme révélateur, le signe que les tensions internes étaient devenues ingérables au sein des structures existantes. La question qui se pose inévitablement désormais et que je ne peux ignorer est la suivante. Si l'héritier du trône se sent contraint de se retirer pour protéger ses valeurs, qu'est-ce que cela révèle quant à la possibilité de changement au sein même de la monarchie? Peu à peu, il m'est apparu clairement qu'une figure planait sur toutes ces tensions, Camilla. Non pas comme une caricature ou une simple antagoniste, mais comme une présence influente au sein d'une cour profondément marquée par sa proximité avec le roi. Son rôle n'était pas purement cérémoniel.
Elle était un facteur constant dans les décisions, l'atmosphère et les priorités. Et c'est précisément cette proximité qui rendait son rôle si sensible aux yeux de Guillaume. J'ai cherché à comprendre pourquoi son influence lui posait autant de problèmes. Il ne s'agissait pas seulement de sentiments personnels ou de vieilles blessures, même si ces éléments ont sans doute joué un rôle. C'était avant tout une question de cap. Guillaume voyait l'avenir de la monarchie comme un modèle à repenser moins distant, moins sur la défensive, moins fermé. Camilla représentait pour lui l'antithèse. Non pas qu'elle résistât consciemment au changement, mais parce que son instinct la poussait à préserver le statu quo. La continuité primait sur l'expérimentation, la loyauté sur la réforme. Ce qui a exacerbé ces tensions, c'est la manière dont son influence s'est accrue. Non pas par des déclarations officielles ou un pouvoir visible, mais par des changements subtils. Qui avait accès au roi, qui était entendu lors des conversations informelles, qui avait le dernier mot sur les questions sensibles. Dans toute institution, c'est là que réside le véritable pouvoir. Guillaume a constaté que les décisions passaient de plus en plus par ce filtre et que son propre avis était parfois minimisé, voire ignoré. J'ai remarqué qu'il ne s'agissait pas seulement d'un affrontement entre personnages, mais entre récits. Pour Charles, Camilla était un symbole de persévérance, d'une attente de toute une vie enfin reconnue. Pour William, elle était inextricablement liée à un passé qu'il n'avait jamais pu apaiser. Ces deux perspectives pouvaient difficilement coexister sans friction. Et entre les murs du palais, ces frictions étaient exacerbées par la proximité, par l'absence de distance. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que cette influence n'était pas uniquement interne. La manière dont la position de Camilla a été rendue publique, la visibilité qu'elle a acquise, la normalisation de son rôle, William a eu l'impression d'assister à une réécriture de l'histoire, non seulement du présent, mais aussi du passé. Et cela touche à la question de l'identité. Qui décide quels souvenirs sont centraux et lesquels sont marginalisés? Catherine se trouvait dans une situation complexe. Pour beaucoup, elle incarnait la vision d'avenir de la monarchie, accessible, stable et rassembleuse. Mais c'est précisément pour cette raison qu'elle est devenue inévitablement un élément de l'équation. Chaque changement d'attention, chaque nuance de hiérarchie était interprétée par William comme un signal. Non pas que Catherine recherchait la reconnaissance, mais par respect. Le respect du rôle qu'ils allaient jouer ensemble. J'ai constaté comment tout cela contribuait à un sentiment d'isolement croissant. William occupait une place centrale, mais se sentait de plus en plus marginalisé quant aux responsabilités. C'est une situation explosive. Lorsqu'une personne en position de responsabilité sent son influence décliner, tandis que les attentes ne cessent de croître, des tensions apparaissent. Ces tensions cherchent à s'exprimer parfois par des mots, parfois par des actes. J'imagine que les conversations à ce sujet étaient de plus en plus courtes et acerbes. Moins d'explications, plus de frustration. Chaque désaccord se chargeait d'histoire, chaque compromis était vécu comme un échec. Dans ce climat, Camilla n'était plus perçue comme une personne, mais comme le symbole de tout ce que William considérait comme un obstacle. C'est rarement juste, mais souvent inévitable en situation de conflit. Ce qui rend cette histoire complexe à mes yeux, c'est qu'il n'y a pas de simple question de culpabilité. Camilla a agi par loyauté envers son mari et le rôle qu'elle avait fini par acquérir. William, quant à lui, a agi par besoin de renouveau et de protection pour sa famille. Tous deux évoluaient au sein d'un système qui laisse peu de place aux transitions harmonieuses. La cour impose des limites claires précisément parce qu'elle repose sur le symbolisme. J'ai commencé à comprendre que cette phase avait été cruciale dans la décision finale de William de partir. Non pas un incident isolé, mais une série de moments où il s'est senti ignoré. L'influence grandissante de Camilla lui est apparue comme la preuve tangible que la voie n'était pas la sienne. Et si vous pensez que vos responsabilités futures ne correspondent plus à la direction actuelle, que reste-t-il? C'est peut-être là le nœud du problème, une influence invisible et pourtant déterminante. Un pouvoir qui ne se proclame pas, mais se vit. Et un héritier contraint de choisir entre rester et s'aliéner intérieurement ou partir et protéger ses valeurs. Ce choix est rarement rationnel, il est existentiel. La question que je souhaite laisser en suspens est la suivante: combien de temps peut-on vivre dans l'ombre d'une influence que l'on ne partage pas avant que la distance ne devienne la seule forme d'autonomie? Le point de rupture n'a pas été atteint par une déclaration officielle, ni par une confrontation savamment orchestrée. Il est survenu à un moment en apparence anodin et pourtant si dévastateur. Je l'imagine comme une scène où personne ne s'attendait à ce que la tension explose enfin, et pourtant, elle était déjà palpable. Lorsque les conflits sont refoulés trop longtemps, ils choisissent rarement le moment opportun pour se révéler. Ils éclatent dès que le contrôle est momentanément relâché. Ce qui m'a le plus frappé dans les reconstitutions de cette soirée, c'est le silence qui a précédé l'explosion. Des sourires de façade, des rituels bien ancrés, des mots vidés de leur sens à force d'être répétés. Pour les observateurs extérieurs, cela ressemblait à l'une de ces nombreuses réunions où la monarchie affiche son unité. Mais sous cette couche de cérémonie se cachait une histoire de frustration inexprimée.
Chaque détail, chaque nuance revêtait une signification invisible au monde extérieur. J'imagine qu'un seul commentaire a suffi à tout faire basculer. Non pas que les mots fussent extraordinaires en soi, mais parce qu'ils ont franchi une limite déjà bien trop souvent frôlée. Parfois, ce n'est pas le contenu, mais le contexte qui rend une situation insupportable. Quand de vieilles blessures sont rouvertes dans un espace où le respect est de rigueur, cela ressemble à un déni public d'une souffrance jamais apaisée. Pour William, ce moment n'était pas une simple insulte, mais la confirmation de tout ce qu'il redoutait déjà. C'était la preuve qu'il n'y avait plus de place pour la sensibilité, plus aucune volonté de prendre en compte ce qui lui était sacré. Le souvenir de sa mère n'est pas un sentiment abstrait, mais un fondement de son identité. Lorsque ce fondement est relativisé ou minimisé, c'est lui qui est touché au plus profond de son être. Ce qui rendait ce moment encore plus poignant, c'était la présence de Catherine. Elle avait toujours cherché à adoucir les coups, à apaiser les tensions. Sa force résidait dans sa maîtrise de soi, dans son sang-froid. Mais même cette maîtrise a ses limites. J'imagine combien un seul regard, une fraction de seconde où son calme a vacillé, a suffi à William pour tout comprendre. Ce n'était plus une blessure personnelle, mais une attaque contre la famille qu'il voulait protéger. Les enfants rendirent ce moment absolument insupportable. Non pas parce qu'ils comprenaient tout, mais parce qu'ils ressentaient suffisamment de choses pour en ressentir toute la gravité. Les enfants sont sensibles à l'atmosphère, aux tensions que les adultes croient pouvoir dissimuler. L'idée qu'ils seraient sa témoin de la même dynamique toxique qui avait marqué son enfance devait être insupportable pour William. À cet instant précis, le passé devint l'avenir et c'était exactement ce qu'il voulait éviter. Ce qui me frappe, c'est la rapidité avec laquelle de tels moments peuvent tout bouleverser. Des années de diplomatie, de tergiversation d'attente deviennent insignifiantes en un instant. Non pas qu'elles aient été vaines, mais parce qu'elles avaient atteint leurs limites. William était confronté à un choix qui n'en était plus un. Rester signifiait accepter que ce milieu influence aussi ses enfants. Partir mettrait tout en péril, mais les protégerait peut-être. La réaction qui suivit, ou plutôt son absence, fut lourde de conséquences. Le silence est parfois plus éloquent que les mots. L'absence de rectification claire, de définition de limites, fut perçue comme une confirmation des priorités. Pour William, ce moment dut lui révéler avec une clarté absolue sa position. Non pas au centre, mais à distance. Non pas comme co-architecte de l'avenir, mais comme quelqu'un qui devait attendre et subir. Je crois que c'est à ce moment précis que le conflit intérieur s'est manifesté à l'extérieur, que le doute a cédé la place à la détermination. Non par colère, mais par nécessité. La porte qui s'est fermée ce soir-là n'était pas seulement physique. C'était une séparation mentale entre ce qu'il était prêt à accepter et ce qui n'était plus possible. Ce qui rend ce point de rupture si puissant, c'est son caractère irréversible. Même si ces mots ne sont jamais prononcés publiquement, leur impact perdure. Ils marquent une limite qui, une fois franchie, est infranchissable. Pour William, il ne s'agissait pas d'une rébellion spectaculaire, mais d'un signal final l'obligeant à agir s'il voulait rester fidèle à lui-même. Je suis perplexe face à la question de savoir combien de ces moments se produisent souvent sans que nous les voyions. Combien de conflits sont étouffés avant même d'éclater et combien de dégâts sont causés en silence. Dans ce cas précis, le silence n'a pas été rompu par un cri, mais par un départ. Et ce départ a révélé tout ce qui était resté caché pendant des années. Ce point de rupture n'était pas une fin, mais un commencement. Le moment où la frustration privée s'est inévitablement transformée en effusion de sang. Dès lors, non seulement la dynamique familiale a changé, mais aussi la relation entre la monarchie et le public qui l'observe. La question qui demeure est d'une simplicité douloureuse si le respect fait défaut, là où il devrait être le plus évident vers qui se tourner. Une fois la nouvelle diffusée, le ton général du pays changea. J'eus l'impression que l'histoire s'était affranchie des murs du palais pour devenir publique. Ce qui avait d'abord semblé une simple querelle interne se transforma en un débat national sur la paternité, le devoir et le pouvoir. Les réactions ne furent pas progressives, elles explosèrent, comme si chacun était déjà prêt à prendre parti, attendant un signe que ce moment serait différent des tensions royales précédentes. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est la force avec laquelle l'image de William en père a résonné. Non pas en prince, ni en futur roi, mais en homme ayant sauvé ses enfants d'une situation qu'il jugeait dangereuse. Cette image était plus puissante que n'importe quelle explication. À une époque où la méfiance envers les institutions s'accroît, la morale personnelle est un repère auquel les gens se raccrochent. Pour beaucoup, William est devenu le symbole de celui qui a osé défier le système pour protéger sa famille. Dans le même temps, j'ai constaté combien cette même image était effrayante pour d'autres. Pour les royalistes traditionnels, sa décision était perçue comme déstabilisante. À leurs yeux, la monarchie n'est pas une histoire familiale, mais un ancrage national. Un héritier qui se retire même temporairement soulève des questions existentielles. Qu'advient-il de la continuité lorsque les limites personnelles prennent le pas sur le devoir institutionnel? Cette tension s'est traduite par de profondes divisions entre les générations et les mouvements politiques.
L'espace public s'est transformé en arène. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien, mais aussi de critiques acerbes. J'ai constaté que la nuance était la première victime. Les partisans parlèrent de courage et d'intégrité, les opposants d'égoïsme et d'irresponsabilité. Chaque camp s'appuyait sur un même fait pour en tirer une conclusion opposée. C'est là le signe distinctif d'une société aux prises avec son rapport à l'autorité. Ce qui a rendu cette phase particulièrement tendue, c'est son caractère international. Les médias étrangers ont perçu le départ de William non seulement comme un conflit familial, mais aussi comme le symptôme d'une crise institutionnelle plus profonde. Dans les pays où les monarchies étaient déjà fragilisées, cet événement a été considéré comme la preuve que même les dynasties les plus stables étaient vulnérables. Dans les États républicains, il a servi d'argument contre l'autorité héréditaire. Son impact s'est étendu bien au-delà des frontières britanniques. Au sein même du palais, ce revirement de situation a dû être un choc. La monarchie a l'habitude de maîtriser le récit, mais cette fois-ci, elle était en décalage avec la réalité. Chaque tentative de justification semblait être une réaction. Les déclarations sur des arrangements temporaires et la paix familiale ne pouvaient émasquer le fait que le cœur du problème restait inchangé. Guillaume avait tracé une ligne et cette ligne était visible. Ce qui m'a intrigué, c'est la force de la présence des enfants dans ce récit sans qu'ils aient à prononcer un seul mot. Leur absence de la scène publique est devenue un message. Le contraste entre leur visibilité passée et leur retrait soudain a mis en lumière l'enjeu. Il ne s'agissait pas de prestige, mais de protection. Cela a trouvé un écho chez les parents qui se reconnaissaient dans leurs propres difficultés, même si elles se déroulaient dans un contexte beaucoup moins visible. J'ai également constaté une évolution dans la perception publique du rôle de Catherine. Elle n'était plus simplement considérée comme une partenaire soutenante, mais comme une personne participant activement aux décisions. Son silence valait consentement, sa présence confirmation. Dans une institution où les femmes sont souvent jugées à travers le prisme des hommes qui les entourent, ce changement subtil mais significatif a renforcé l'image d'une décision partagée et non d'un acte impulsif. Le soutien public a conféré à William une légitimité morale mais aussi une certaine pression. Car le soutien engendre des attentes, celui qui est perçu comme un symbole de changement peut difficilement revenir aux anciennes méthodes sans susciter de déception. Cela complexifie chaque décision ultérieure. Je me suis demandé s'il était conscient de ce poids lorsqu'il a décidé de partir ou s'il l'acceptait comme une conséquence inévitable de son engagement envers ses convictions. Cette période m'a surtout révélé la rapidité avec laquelle les choix personnels deviennent politiques lorsqu'ils sont faits par des personnalités publiques. William agissait comme un père, mais était perçu comme un réformateur, un rebelle, voire une menace. Cette multitude d'interprétations rend presque impossible l'établissement d'une vérité unique. Et pourtant, sous toutes ces strates, une force motrice simple demeure visible, la volonté d'empêcher l'histoire de se répéter. La question qui m'a interpellé était la suivante: si une institution tire sa légitimité de la stabilité, mais que cette stabilité est obtenue au détriment des limites humaines, quelle est sa viabilité? La démarche de Williams a forcé le public à y réfléchir, non pas de manière théorique, mais à travers l'image d'une famille qui s'est éloignée. Cette image, quelle que soit son interprétation, a déclenché un processus irréversible. Au fil des jours, j'ai senti que cette histoire se déplaçait de l'émotion vers l'avenir. Il ne s'agissait plus seulement des raisons du départ de William, mais de ce que ce départ signifiait réellement, pour la monarchie, pour le pays et surtout pour lui et sa famille. C'est dans ce changement de perspective que réside le véritable sens de cette crise, car les institutions peuvent survivre au scandale, mais la perte de repères est fatale. J'ai commencé à envisager différents scénarios. Le premier est une restauration sans véritable changement. Dans ce cas, Guillaume finit par renouer avec une forme de coopération avec la cour, non pas parce que les tensions se sont apaisées, mais parce que la pression de la continuité est trop forte pour être ignorée. Un tel dénouement projetterait une image de stabilité, mais en réalité, tout resterait fragile. La confiance, une fois brisée, ne peut être réparée par des cérémonies ou des déclarations. Ce serait un retour sans réconciliation, un compromis destiné avant tout à sauver les apparences. Le second scénario est beaucoup plus radical, une redéfinition permanente du rôle de l'héritier. Guillaume choisirait alors consciemment de se distancier des rouages quotidiens du palais tout en conservant formellement sa position. Cela obligerait la monarchie à s'adapter à un avenir où la couronne exercerait moins de contrôle sur la vie privée de ses souverains. Pour certains, il s'agit d'une modernisation nécessaire. Pour d'autres, cela marque le début d'un démantèlement. J'y vois une réelle possibilité précisément parce qu'elle correspond aux valeurs de Guillaume sans pour autant rejeter entièrement le système. Un troisième scénario est celui de l'escalade. Si le fossé se creuse et que la communication se bloque davantage, la tension pourrait devenir constitutionnelle. Le Parlement, les médias et l'opinion publique joueraient alors un rôle habituellement réservé aux conflits familiaux. La monarchie se retrouverait ainsi réduite à un enjeu de débat politique, ce qu'elle a toujours cherché à éviter.
Le prix à payer serait exorbitant, perte de prestige, perte d'autorité morale, perte d'inviolabilité. Ce que tous ces scénarios ont en commun, c'est la disparition des évidences d'antan. L'idée que le devoir prime sur tout a été publiquement remise en question. Et c'est peut-être là l'héritage le plus durable de Guillaume avant même son accession au trône. Il a démontré que même au sein du système le plus rigide, les limites humaines existent. Ce seul fait change la donne. Pour ses enfants, cela représente un point de départ fondamentalement différent. Georges sera sans aucun doute préparé à un avenir qu'il n'a pas choisi, mais désormais avec l'exemple d'un père qui a démontré que le choix est possible, même s'il a un prix élevé. Charlotte et Louis grandissent en comprenant que leur valeur ne se mesure pas uniquement à leur rôle. Cette prise de conscience peut les protéger, mais elle peut aussi les éloigner d'une institution qui exige toujours un dévouement absolu. Je perçois de moins en moins cette histoire comme une crise et de plus en plus comme une transition. Les transitions sont chaotiques, douloureuses et incertaines, mais elles sont aussi nécessaires lorsque les anciennes structures ne correspondent plus à la réalité. La monarchie est confrontée à un choix qu'elle ne peut plus reporter, s'adapter ou se radicaliser. La décision de Williams a rendu ce choix visible non plus de manière abstraite, mais concrètement. Je prévois une issue ambiguë. Aucune victoire nette pour l'un ou l'autre camp, mais une série d'ajustements qui se mettront progressivement en place. La cour tentera de reprendre le contrôle Guillaume, de préserver son autonomie. Un nouvel équilibre fragile mais fonctionnel émergera entre ces deux forces. C'est souvent ainsi que les grandes institutions évoluent, non par une révolution mais par des tensions suffisamment fortes pour engendrer un changement. Je voudrais conclure par une réflexion personnelle. Ce qui me touche le plus dans cette histoire, ce n'est ni la puissance ni le symbolisme, mais sa capacité à toucher un large public. La tension entre ce que l'on est censé être et ce que l'on aspire à être, entre devoir et protection. William se trouve dans une situation exceptionnelle, mais le fond de son choix est universel. À quel moment la loyauté inébranlable se transforme-t-elle en trahison envers soi-même? Il n'est pas facile de répondre à cette question. Je vous invite à y réfléchir et à partager votre point de vue. Voyez-vous la décision de Williams comme une rupture dangereuse ou une correction nécessaire? Merci d'avoir suivi cet article jusqu'au bout. Si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à continuer à réfléchir, à commenter et à poser des questions. Car ce qui a commencé ici continuera de résonner.